Bonjour Michel, Bonjour Caroline. vous allez bien? Très très bien. Alors dites-moi ce que vous nous préparez pour ce dîner inspiré de la Renaissance italienne. Alors je vais vous confectionner des ravioles de potimarron à la truffe blanche. Ensuite un chausson de veau farci avec du parmesan, du jambon de Parme, avec un coulis de roquette et des artichauts poivronnés. Et en dessert, en Italie ils appellent ça un beignet d'amandes à l'orange. Voilà. Avec Wow. des agrumes et c'est très frais. Voilà. Donc on est dans l'Italie. C'est super. Symbole de la haute gastronomie française, chef aux multiples décorations, Michel Roth s'inspire aujourd'hui de la cuisine italienne de la Renaissance. Époque d'une influence considérable de l'Italie en matière de goût. Herbes, légumes, amertume, sucré-salé, Michel Roth joue avec une palette de saveurs héritée de cette période pour concocter ce repas de fête à l'italienne. Donc plutôt des ingrédients très italiens, artichauts, Ah oui, la ouais. truffe blanche, le jambon de roquette. Parme, le parmesan. C'est vrai qu'ils ont quand même des super produits, quoi. En plus, ils ont l'art de maîtriser l'amertume. L'amertume, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup Bah oui, dans je la trouve que c'est cuisine. une des saveurs qui est, je suis sûr, la plus dure à maîtriser. Et je pense que là, il y a vraiment, même dans sa cuisine, on peut aller très loin dans l'amertume. Donc dans votre menu, on retrouve des saveurs comme l'aigre doux, le sucré salé, qui sont vraiment des saveurs caractéristiques de la Renaissance italienne. À la Renaissance, l'Europe tout entière se met à l'heure italienne. Peinture, sculpture, architecture, mais pas seulement. La cuisine aussi adopte le goût de l'Italie. Pour l'étranger qui découvre les plaisirs des festins interminables des cours italiennes, c'est notamment la consommation de légumes, d'herbes et de racines, jusqu'ici réservées aux pauvres, qui surprend. Asperges, artichauts et cressons font ainsi leur apparition. Ces nouvelles pratiques alimentaires se diffusent grâce à l'imprimerie naissante. Les livres de Bartolomeo Scapi, le célèbre cuisinier du pape Pie V, auront une influence jusque dans les fourneaux du fameux maître-queux allemand Max Rumpolt. C'est aussi dans les manières de table que l'Italie donne le ton. Les écuelles de bois, cuillères et autres couverts partagés de l'époque médiévale laissent la place à l'assiette individuelle, à la serviette et à la fourchette. Ces manières mettront du temps à s'imposer, mais le convive du XVIe siècle fait preuve de savoir-vivre et d'un raffinement nouveau. On va rajouter encore une compotée d'oignons. Pourquoi on ne mettrait pas les oignons crus, par exemple, directement? Bon, en fait, cette compotée, c'est des oignons que j'ai cuits pendant au moins 1 heure, Ah oui. tout doucement. Ah oui. Je les ai confits avec du beurre, donc ils ont cuit dans leur jus. En fait, ils sont très très cuits. Par contre, je les ai voyés, on voit encore. Et un peu de crème ou... Et j'ai mis un peu de crème fraîche à la fin, tout à la fin. Crème, parmesan, beurre, Ah oui, c'est- jambon. Il y a du gras? Très Donc, bien. alors, je vais commencer à découper mes grenadins de veau, ou mes chaussons de veau, comme on dit. Donc vous taillez, qu'est-ce que vous taillez comme, Ils comme mangent bien, morceaux, les des Italiens. grosses tranches épaisses comme ça? Oui, parce que comme je vais ouvrir un peu pour mettre le ragoût, il faut quand même Ah quelque oui, chose de... oui, il faut qu'il y ait de l'épaisseur, ouais. Donc là, avec un couteau, hop, Donc vous incisez au milieu. j'incise. Oui, vous incisez presque jusqu'au bout, hein, en fait, Ouais, du morceau pour... ouais, j'arrive jusque là, quoi. Ouais. Voilà.
fais la prochaine. Ouais, ouais. Il faut que vous me laissiez mon modèle, hein, sinon... Oui, c'est vrai. Bah oui, Toujours bien d'avoir un modèle. Oui, toujours. Super, ah, c'est joli. Hein. C'est joli, la petite Ah boucle. ouais, hein. ouais. Ouais. Tout de suite, ça va être mieux, ça. C'est vrai. Oula, Ça, c'est les risques du métier. C'est dangereux. ça fait partie du métier, en fait. Ça commence à bomber un peu, ouais. Surtout celui-ci. Ouais, il est beau, hein. Ouais. C'est bien celui-ci, non? Bien sûr. On reconnaît les boucles, hein? Ah ouais, c'est les boucles qui font la différence. Je le savais. Bien doré, ouais. Voilà. Voilà. Donc ça... Et ça, vous récupérez, hein? Ah oui, voilà. Je vais déglacer au marsala. Attention, hein. Et là, c'est top, hein. Ouais. Là, c'est tous les sucres qui vont donner un maximum de goût. Et là, je vais rajouter un petit peu de sauge. Là, c'est de la sauce fraîche que j'ai grossièrement coupée. Et là, mon jus de veau que j'ai préparé avant. Dessus. Donc là, on le laisse réduire. Michel, on vient de mettre les grenadins de côté. Donc Oui. là, on va préparer l'entrée. Oui, les ravioles de potimarron à la truffe blanche. Alors, est-ce que vous pouvez me réexpliquer la recette de la farce pour les Oui, ravioles? alors c'est une purée de potimarron. J'ai fait suer des oignons et du poivre émincé. Ensuite, j'ai rajouté des dés de potimarron. J'ai versé du bouillon de volaille à hauteur et j'ai fait cuire une bonne heure. Tout doucement, à frémissement, que ce soit bien cuit. Ensuite, je les ai égouttés et je les ai passés au presse-purée, comme à la maison. Hein. Et, j'ai failli oublier, j'ai rajouté des dés de marron. Voilà, donc là, maintenant, on va rajouter la pâte de truffe blanche. Alors, la pâte de truffe blanche, Alors, c'est... c'est une purée de cèpe ou d'artichaut, où on retrouve bien sûr la truffe blanche et de l'huile de truffe blanche. Alors, il faut faire attention parce que, je ne sais pas si vous sentez, c'est très puissant. Waouh. Ah oui, oui, Donc, oui. il faut vraiment savoir doser. Il faut que ça agrémente, que ça rehausse le goût. Donc voilà, j'ai mis une cuillère à café là. Le but là, c'est qu'il retrouve des saveurs exquises, mais tout en légèreté. Vous allez me dire si vous arrivez... Bon déjà, si ça vous plaît. Moi, c'est que des choses que j'aime. Un potimarron, marron et truffe Mais blanche. par rapport à ça, vous trouvez que ça sent assez? Oui, Vous, oui. Oui, je trouve. Bon. Parce qu'on sent encore bien le potimarron Très bien. et la On châtaigne. laisse, alors. Je pense que c'est important. Moi, Vous êtes d'accord? Peut-être que j'aurais mis une petite pincée, mais peut-être que vous avez raison. Michel, vous savez qu'en Italie, au XVIe siècle, les pâtes farcies étaient particulièrement à la mode. Donc on est vraiment dans le ton. Super. Je suis sûr qu'ils ne le faisaient pas au potimarron. Nul ne conteste leur origine antique. Mais à la Renaissance en Italie, une infinie variété de nouvelles pâtes apparaît. Il y a les pâtes farcies, aux formes et goûts variés, qui nourrissent l'imagination des célèbres cuisiniers de l'époque. Il y a les longues, les courtes, les torsadées. À Naples, on invente aussi la presse à filière, qui révolutionne la fabrication de spaghettis et autres vermicelles. Fort de ce succès, les maîtres des pâtes alimentaires se regroupent en corporations. La réputation des pâtes italiennes gagne progressivement l'Europe. Au XVIIIe siècle en France, certains vermicelliers, vendeurs et producteurs de pâtes italiennes, sont particulièrement réputés. Avec l'immigration italienne de la fin du XIXe siècle et les débuts de la production industrielle, ce plat deviendra bientôt un best-seller universel. Donc là, je suis juste en train de hacher les herbes. Les herbes, alors rappelez-moi, C'est estragon. estragon et cerfeuil. Et je vais les mettre dans la pâte pour avoir une pâte un peu parfumée aux herbes. Donc je vais mettre ma farine. Après, je vais mettre le jaune d'œuf, Oui. le sel, toujours un peu de sel, du lait. On met du lait. Et là, on va mélanger tranquillement. Une fois que c'est bien mélangé, on va faire une boule. Oui, vous malaxez un petit peu avec les mains aussi. Oui. Ça sent, hein. Ça sent les herbes même à travers le... Moi, j'aime beaucoup cette idée de mettre des herbes dans la pâte. Ouais, ouais. Je trouve que c'est très original. Moi. Là, on va
commencez d'abord par Ouais, l'étaler un peu au rouleau. pour un petit peu lui donner déjà une forme et une épaisseur, pour que je puisse la passer dans la machine à pâte. Voilà, hop, c'est bon? On va y aller? On va essayer. Donc une première Non. fois, vous la passez dans la machine. Ouais, en fait, c'est une première abaisse, on va dire. D'accord. Toujours un peu de farine. Voilà, et là, on va la mettre sur un cran encore en dessous, sur 2. Et ben ouais, parfait, génial. super. Et on remet un petit peu comme ça. Elle est pas mal, hein. Ouais, c'est beau avec les herbes, je trouve ça vraiment Faut joli. que ce soit bien fin. Donc là, avec un emporte-pièce, on va faire des ronds. Vous essayez de poser dessus aussi? À ce rythme-là, on va pouvoir ouvrir un restaurant italien tous les deux. Donc il faut les plonger, hop, dans une... Comme ce sont des pâtes fraîches, la cuisson est super rapide, j'imagine. Ah oui, là, en 2 minutes, c'est bon. Ah oui. L'eau froide comme ça, c'est un truc de chef? Disons que ça arrête la cuisson, ça enlève l'excès de gras, de sel. En fait, ça fixe la forme et tout, quoi. Je vais les lustrer ou les enrober avec un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. J'aime bien marier les deux. Ça les enrobe. Hop. Donc là, on est prêt pour le dressage. Mais le petit beurre là qui fait des bulles autour des ravioles, j'ai envie de se jeter dessus. Bon là, voilà, le plus important. Notre huile blanche. Ça, c'est le bouillon des potimarrons que j'ai récupéré. Oui. J'ai rajouté un peu de pâte de truffe et je l'ai émulsionné pour faire de la mousse pour que ce soit aéré. Et vous rajoutez quelques petites fleurs. C'est vrai que le orange éclatant là, de la capucine, c'est magnifique. Hein. On est bien là. C'est parfait. Et voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir aller Ouais. dans la salle à manger accueillir nos invités. Andiamo. Michel, pour ce dîner inspiré de la Renaissance italienne, je vais vous présenter nos invités. Oui, avec plaisir. Donc Carlo Bianchi qui Bonsoir. tient Bonsoir, un chef. fameux restaurant italien à Paris. Bonsoir, chef. Merci de nous recevoir de votre table. d'abord. C'est un énorme plaisir pour nous. Stefano Palombari qui est auteur et qui a écrit des livres sur la cuisine italienne. Bonsoir. Et Alan Grieco qui est historien et qui vient spécialement de Florence pour notre dîner ce soir et qui est spécialiste de la cuisine italienne sous la Renaissance. On a du beau monde à notre table. Ah oui. Faut que j'y aille. À tout de suite. À tout de suite. C'est formidable d'abord parce que le chef est aussi. Des amis en Allemagne, en Vienne. C'est comme au pays. C'est très joli, hein? C'est un tableau, comme un tableau de la Renaissance, comme on voyait en Italie. Voilà. C'est exactement la même chose. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Franchement, la pâte, elle est parfaite. Fine comme j'aime, moi, personnellement. Voilà, c'est ça. C'est un goût qui est très délicat, c'est très fin. Ça vous emporte, ça vous... Ça y est, on est en Italie. Ouais, c'est ce que je voulais demander, c'est si justement il y avait la présence de la viande ou d'un hachis dans les raviolis, parce que souvent c'est ce qu'on retrouve. Quand on fait une farce d'un ravioli à l'intérieur, à 90%, hein, on fait une farce à base de poulet, c'est ça. du veau et un tout petit peu de viande rouge, mais très très peu. On lâche, en fait, on la fait revenir. D'abord, on la fait poêler.
On met un petit oignon, un peu de sel, un peu de poivre. Quand elle est un peu cuite, paf, on la passe. Ça dépend. Après, si on essaie de très fine ou pas trop fine, ça dépend. Et les pâtes farcies, telles qu'on les a préparées là, on les trouve à partir de quand en Europe? C'est assez vieux. 14e au moins. Ouais, 14e, 15e siècle, on faisait déjà. C'est une dérivation des tourtes. Hein. La catégorie des tourtes existe déjà. Elle est déjà dans on peut dire, le premier livre de recettes qu'on trouve en Italie, qui est du fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, ça s'appelle Liber de Cucina, hein, ça veut dire à l'italienne, où on parle déjà des tourtes. Hein. On parle déjà des tourtes. Tourte, c'était simplement une pâte, et à l'intérieur, on mettait plein de choses différentes. Ouais, Et la farce, si vous voulez, changeait par rapport à celui qui l'a préparé et pour qui était préparé. Ça dépendait du niveau social. Parfois, dans les campagnes, on mangeait que pratiquement la pâte à l'extérieur. Hein. Ouais, il y a c'est ça. des cas où c'était vraiment vide. Et donc, dans les villes, les familles riches mettaient de la viande, bien évidemment, mettaient aussi des légumes, hein, parce que bon, ça existe un peu aussi en Sardaigne. Ah ouais. Michel, Il faut... Ah, ça y est. Ah, le temps allez passe vite, hein, peut-être, le temps passe vite. Hein. À tout de suite. C'est faut voir. Bien, oui. c'est le moment. Le fait qu'en Italie, c'est surtout le veau qui est important. Caroline. Voilà. Magnifique. Mon cher monsieur. Merci beaucoup. J'essaie de faire le service le mieux Formidable. possible. Monsieur. Donc, Et vous merci. avez ici le chausson de veau avec les artichauts poivrades. Et dans la farce, il y a du riz de veau. Quand tu parles du riz de veau de la farce à l'intérieur, c'était incroyable les circonstances, hein, parce qu'au XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe siècle, les chefs, les maîtres qui étaient au Vatican utilisaient beaucoup les riz de veau, les abats. Même moi, je pensais jamais. C'est vrai que c'est une cuisine du Vatican, donc c'est une cuisine qui ne lésine pas en moyens, donc ils ont toutes les possibilités. Mais il y a aussi une recette avec des glands, c'est-à-dire une tourte au gland. Ça aussi pour dire, voilà, tout peut être valorisé. C'est pendant la Renaissance que les légumes se sont particulièrement répandus en Italie et en Europe? Et ça, c'est assez intéressant parce qu'au Moyen-Âge, les légumes, c'est plutôt mal vu. On pensait que ça causait plein de maladies, etc. Et puis tout d'un coup, disons au cours du 15e et surtout au 16e, il y a un revirement. Il y a un côté aussi religieux dedans. Et dans le sens que les cours des cardinaux ne pouvaient plus manger comme ils avaient mangé avant. Et donc, tout d'un coup, ils ont dû, d'une certaine façon, utiliser les légumes et les faire d'une façon plus intéressante. Là, vous remarquerez qu'il n'y a pas du tout de tomates. Hein. À la Renaissance, elle était déjà sur les tables? Elle est arrivée après, en fait c'est quand même intéressant. elle est arrivée en Italie par les pays de l'Amérique latine. Les premières sauces tomates en Italie, on les appelait à l'espagnol, parce que les Espagnols Ouais, ont été les c'était- premiers à utiliser la tomate en sauce. Pas pour les pâtes, ça c'est beaucoup plus tard, mais aussi pour les viandes. Les dimanches, on faisait les pâtes. C'était avec une sauce tomate. Qui est comme le persil qui est partout. Non, alors... Michel, on va pouvoir aller chercher le dessert? On va y aller tout de suite. Vous allez avec moi, Caroline? Ben oui, je vous accompagne. À tout de À tout de suite. À tout de suite. Merci, chef. Savoyarde. Dessert. C'est très bon. vous plaît, Michel. Caroline? Ah oui. Oui. C'est les beignets d'amandes Oui. à l'orange. J'ai mis la pâte d'amande, j'ai rajouté des œufs.
beurre fondu. Ensuite, j'ai rajouté des gousses de vanille, du Grand Marnier et de la fleur d'oranger. Tout ça bien mélangé. Ensuite, je les ai mis dans des petits moules. J'ai rajouté des petites brunoises d'orange confite. J'ai remis l'appareil dessus et je les ai enfournés pendant 10 minutes à environ 170 degrés. Et ensuite, je les ai agrémentés avec des segments d'agrumes, donc il y a de l'orange, du citron vert, du pamplemousse. Et autour, j'ai saucé avec un caramel d'orange au Grand Marnier. Waouh. Et ben, je crois que vous allez Je vais apporter aller. les desserts et moi je prépare le café. Génial. À tout de suite. À tout de suite. Et voilà le dessert. Voilà les agrumes. Voilà les agrumes. Ils sont plus ou moins sucrés. À la limite, le salé et encore, et donc l'amertume, ils ne connaissent pas. Ah, Caroline. J'arrive avec les cafés. Je crois que c'est aussi un dessert qui peut se manger avec le café en même temps. Bien Ce sûr. n'est pas toujours évident pour Parfait, les ouais. desserts. C'est pour ça aussi qu'on a voulu vous amener le café pratiquement en même temps que le dessert. Bon, on va commencer à déguster. C'est formidable. J'adore les pignons d'abord. Oui, et puis Ah les ouais, couleurs, le piment, magnifiques. Et ils sont arrivés quand en Italie, les agrumes? Au XVIe siècle, c'est un objet de collection. Ah oui. Donc, par exemple, les Médicis, ils avaient une collection d'agrumes très importante à partir de 1550 et que ça est devenu un peu un modèle. Et puis après, on a fait la même chose ailleurs. Mais en partie, cette collection des Médicis, elle existe encore aujourd'hui, ce qui est quand même assez étonnant. Et donc, il y a quelque chose comme 350 variétés d'agrumes qui sont dans la collection de Florence aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait le cedro. En fait, c'est entre un orange et un pamplemousse avec une écorce très très épaisse. Oui. Et on la coupe l'été, on la coupe en lamelles, on la met dans une assiette, on la mange avec un tout petit peu de sucre. C'est Et absolument l'écorce, délicieux. donc vous mangez Tout, l'écorce? l'écorce, tout, on mange C'est tout. tellement Ouais. fin et tellement C'est doux. tellement fin, c'est pas acide, ce n'est pas sucré, mais ça a un goût très particulier, le cedro. Particulier, ouais. Et nous, on l'utilise Cedro. beaucoup en Italie. Ça, ceno. Cedro. Et le café. Et le café? Et le Oui, café. oui. Est-ce que vous avez goûté ce délicieux café préparé à Par vos soins. l'italienne? Oui, par mes soins. Qu'est-ce qu'il en est? Le café trouve ses origines en Italie? Le café, il vient de la péninsule arabique. Et c'est connu depuis le haut Moyen-Âge, mais pas en Europe. Et donc, ça commence à arriver plutôt tard, fin 17e même. Et justement, l'histoire de l'espresso, au début, qu'est-ce qu'il faisait? La pression, il l'obtenait en chauffant très fort l'eau, donc le café se brûlait. D'accord. Et donc, tout s'est débloqué au début du XXe siècle, parce qu'ils ont compris qu'il fallait séparer la chaleur de l'eau et la pression. Et donc, ils ont trouvé une machine qui a une pression qui n'est pas constante. C'est-à-dire, la pression est envoyée très forte au début pour sortir tous les arômes et la crème, et après, beaucoup plus faible pour éviter que dans le café, il y ait trop de caféine et d'autres toxines. Bon alors, messieurs, est-ce que vous avez trouvé que Michel avait bien rendu hommage à votre pays et Je donc à la pense qu'on cuisine va se faire italienne? réinviter encore une fois. Oui, je pense que les assiettes parlent pour nous, non? En Italie, on dit on ne vit pas à la table. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Ça. On le dit ça en français? Non, nous, on dit salut. Salut, c'est ça.